Donc bonjour à tous. Donc moi il y en a qui ne me connaissent pas, je suis Lionel Roucoul, je suis professeur des universités à l'ENSAM sur le campus d'Aix-en-Provence et j'ai le plaisir de diriger le réseau Smart depuis quelques années maintenant pour justement développer cette communauté de pratique qui existe depuis maintenant quasiment 40 ans autour principalement de capitaux matériels où pendant 40 ans on a beaucoup travaillé sur l'évolution des machines-outils, des logiciels de CAO, PLM, etc., dans la communauté de l'enseignement supérieur de la recherche, voire dans des communautés un peu plus basses comme les BTS et les lycées. Et depuis maintenant une grosse année, on va dire, on réfléchit fortement à valoriser aussi le capital immatériel, donc des tutoriaux, des jeux de données, des REX qu'on pourrait avoir dans la communauté. Et vous allez voir pour les partager, les mutualiser et finalement accélérer notre activité d'enseignement et de recherche. Donc, j'ai le plaisir d'introduire cet atelier-là euh, autour de Smart Academy. Alors, ici, j'ai mis une image qui représente un petit peu les idées initiales qu'on avait présentées, c'est-à-dire que pour les plus anciens, dont je fais partie, on a eu l'habitude de travailler sans le numérique, c'est-à-dire qu'on a commencé notre activité de recherche, notre activité d'enseignement sans numérique en fait. Donc j'ai représenté une bibliothèque très physique, telle que celle de Bauhaus en Allemagne, dans lequel on avait des ouvrages qui étaient l'endroit où on allait chercher le savoir, euh, et dans les bibliothèques, de manière assez implicite, on avait des entrées spécifiques et des chemins de lecture. On n'allait pas choisir le bouquin avancé avant le bouquin pas avancé. Et les livres qui étaient là, ils avaient été validés par des mécanismes de validation par les pairs. Ce qu'on pourrait aujourd'hui dire une sorte de maison d'édition. Avec l'arrivée du numérique, donc ça c'est plutôt le panier là, ou le sac du milieu, on a eu la capacité de démultiplier les ressources immatérielles. Euh, Néanmoins, euh, elles sont devenues extrêmement déstructurées. Déstructurées, ça veut dire quoi? Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, validé ou pas validé. On a perdu le sens de lecture. Et donc, du coup, notre activité aujourd'hui d'enseignement et de recherche, elle peut être vue comme quelque chose qui est basé sur beaucoup plus de ressources, mais on passe aussi beaucoup plus de temps à restructurer finalement cette information qui était déstructurée pour après faire une activité scientifique comme des doctorants, de la thèse ou des activités pédagogiques. Je prends un exemple. Quand j'allais chercher de la bibliographie dans une bibliothèque physique, je vous garantis qu'on avait réfléchi au livre, à la référence bibliographique qu'on allait chercher. Aujourd'hui, vous allez sur Science Direct, vous envoyez des mots-clés, vous avez 3000 références et après, vous passez beaucoup de temps à structurer ces références-là. Donc, on est passé d'un mode où je structure en amont, je vais chercher la référence, à un mode où ça foisonne et je perds du temps à restructurer a posteriori. Et donc, l'idée de Smart Academy, c'est que la communauté qui est à droite ici, qui est la communauté donc du GIE Smart, puisse avoir un œil de lecture, ne pas refaire, même si on va co-construire, on peut imaginer co-construire et ajouter, mais avoir un œil de lecture et apporter des éléments de structuration des capitaux immatériels en même temps qu'on les met à disposition d'une communauté à travers une plateforme qu'on appelle Smart Academy et qu'Ariane va présenter juste après ma deuxième planche. Donc, la plateforme que va vous présenter Ariane dans le détail, c'est comment on va pouvoir avoir d'un côté des organisations qui se créent, qui s'animent, qui ont des dynamiques collectives d'organisation pour faire vivre le réseau, et une bibliothèque numérique structurée qui se construit avec des cycles de vie de la ressource immatérielle, avec des co-validations par les pairs, pour finalement qu'on ait in fine un gain de temps dans nos activités, comme je l'ai expliqué, des activités d'enseignement, de recherche, ou même des activités d'ingénierie, parce que vous allez voir qu'il y a une sous-communauté de la communauté Smart qui est une communauté d'ingénieurs et techniciens, et qui montre en fait la vie du réseau Smart à travers cette animation de ces organisations et la légitimité du réseau de co-création de bibliothèques numériques. Alors, il y a sûrement des ressources qui existent déjà dans le foisonnement numérique.
et on les utilisera, on les référencera, mais en tout cas, on les référencera dans la bibliothèque numérique Smart, dans Smart Academy, avec ce que j'expliquais, cet œil ici, j'ai mis une métaphore de l'œil là, une structuration adéquate par rapport aux besoins de la communauté. Voilà, je me tais, enfin, j'ai fini l'introduction. Je vais laisser la parole à Ariane pour nous présenter dans le détail la plateforme et on va tous vous inviter. En tout cas, l'objectif, c'est qu'on vous invite à nous rejoindre et à rejoindre cette plateforme-là pour qu'il y ait plus de monde, de plus en plus de monde qui l'utilise et qui la fasse vivre. Ariane, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ce que je vous propose de faire là pendant quelques minutes, c'est de vous présenter un petit peu les différents espaces de la plateforme, le fonctionnement et l'organisation de la plateforme, et ensuite de vous faire une petite démonstration sur la plateforme en direct pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc actuellement sur la plateforme, on a un espace de gare centrale qui correspond à l'ensemble de la communauté Smart, depuis lequel on va avoir des sous-espaces, donc des sous-communautés, qui ont déjà commencé à être actives. Une communauté, c'est quoi? C'est des membres proactifs, réactifs, qui vont se rassembler autour d'une thématique ou d'une activité professionnelle commune. Parmi ces membres, on a des animateurs, qui peuvent être 2 ou plus et qui sont tournants, donc qui changent périodiquement selon leurs envies, leurs énergies à dédier à la communauté. Une communauté, c'est aussi des routines périodiques de rencontres synchrones par visio ou en présentiel quand c'est possible, donc avec un agenda. La communauté, elle œuvre à répondre aux besoins communs de ses membres en apportant des ressources, des contenus ou des personnes avec des compétences qui leur font gagner du temps de production, du temps de montée en compétences, du temps de veille dans leur quotidien professionnel. L'idée ici, c'est bien d'accélérer les activités pédagogiques, techniques ou de recherche. Dans chaque communauté ou sous-communauté de Smart Academy, des outils spécifiques sont mis à disposition pour les communautés en fonction de leurs besoins pour qu'ils puissent vivre. Donc ça peut être des chats, un forum, un espace d'écriture collaborative, etc. Les différentes sous-communautés qu'on a aujourd'hui dans Smart Academy, c'est EcoCloud, qui est la communauté pilote avant même la création de Smart Academy. C'est une communauté de partage de ressources scientifiques et pédagogiques sur la transition économique et sociale. On a aussi les doctorants qui souhaitent rassembler l'ensemble des doctorants du réseau Smart. Donc pour l'instant, des partages de besoins et ressources sont déjà à l'œuvre autour de documents méthodologiques et techniques pour aider les doctorants dans leur quotidien. On a aussi une sous-communauté d'ingénieurs techniciens qui souhaitent rassembler l'ensemble des ingénieurs et techniciens Smart. Là aussi, on a des partages de besoins et des webinaires sous la forme de retours d'expérience sur des techniques spécifiques qui sont déjà à l'œuvre. On a également une sous-communauté sciences humaines et sociales, qui est une communauté qui rassemble pour le moment des enseignants en sciences humaines et sociales de l'école d'ingénieurs des arts et métiers. Et son objectif, dans un deuxième temps, ça va être de réunir et de faire communiquer un plus grand nombre d'acteurs d'autres établissements et du territoire français sur tout ce qui est pratique et ressources pédagogiques en sciences humaines et sociales dans les écoles d'ingénieurs. Et enfin, on a une communauté qui est Fabad Academy, qui est une association qui est membre de Smart, mais qui est indépendante, qui réunit plusieurs établissements de l'enseignement supérieur et des industriels. Actuellement, elle partage des supports pédagogiques sur les technologies de fabrication additive qu'elle co-crée avec ses membres pour faire monter en compétences les étudiants et les industriels. Donc, comme je vous disais, les communautés, elles sont vouées à répondre à des besoins de ses membres. Dans les besoins, on va avoir 2 types de besoins. Un premier type de besoin qui va pouvoir être répondu par une ressource qui est déjà existante. Donc, ça va être dans une communauté, on a un besoin et pour répondre à ce besoin, on va avoir besoin d'une ressource. Et la ressource étant déjà existante parce qu'un membre de la communauté l'a déjà dans sa bibliothèque personnelle, dans son ordinateur ou ailleurs, il va pouvoir l'apporter. Donc, la déposer assez rapidement sur la plateforme. Donc là, le temps de dépôt va être minime.
On peut aussi imaginer que le besoin d'une communauté, il peut être comblé par une ressource qui vient d'une autre sous-communauté de Smart Academy, et donc qui va venir de l'extérieur. Pareil, au niveau du temps de dépôt et de partage de la ressource, ça va être assez minime. Après, on va avoir un autre type de besoin qui va être un besoin auquel on ne va pas pouvoir répondre tout de suite parce que la ressource n'existe pas pour y répondre. Je prends un exemple typique. J'ai Monsieur Lionel Rocoul qui veut développer, qui veut créer un contenu de cours dans sa discipline. Il crée, donc il a un besoin pour créer ce contenu et il va devoir créer cette ressource. S'il la crée seul, le temps de création va être moyen à élevé. Néanmoins, si ce besoin-là, il est partagé avec d'autres membres de la communauté ou du réseau, le fait de se partager le travail sur la création de cette ressource va faire qu'on va dépenser moins d'énergie et on va passer moins de temps à mettre à disposition cette ressource. Alors, pour vous expliquer un petit peu les liens entre les différents espaces que je vous ai présentés maintenant, dans Smart Academy, on va avoir donc des annuaires, donc des membres, des agendas et des ressources. Actuellement, dans tous les membres, donc toutes les fiches annuaires, tous les besoins et tous les événements de chaque communauté sont automatiquement remontés dans la gare centrale réseau, donc ils sont visibles à tous. Chaque communauté, chaque sous-communauté peut décider des ressources qu'elle ne souhaite pas partager à l'ensemble du réseau sur la gare centrale. Et elle peut aussi décider des événements qu'elle souhaite partager à d'autres communautés parce que ça représente un intérêt pour ces autres communautés. Un membre qui souhaite participer à plusieurs communautés, il va apparaître dans les différents annuaires des sous-communautés choisies. Et enfin, les besoins d'une communauté, ils peuvent être répondus par des ressources ou des événements par un membre ou un groupe de membres d'une autre communauté. Ce que je vous présente là, ça va être un petit peu les différentes actions qui vont être possibles sur la plateforme. Et notamment cette idée de cycle de vie et de qualification d'une ressource déposée sur Smart Academy. Donc, dans un premier temps, on va avoir un individu, donc une personne, un membre, qui va s'inscrire, donc qui va s'inscrire au réseau central, et en plus, qui peut s'inscrire dans des sous-communautés qu'il identifie comme étant des sous-communautés d'intérêt pour lui, et dans lesquelles il va vouloir s'engager, participer. Ensuite, ce membre, il va avoir des besoins. Donc, il va aller déposer des besoins qui sont des besoins qu'il rencontre quotidiennement dans son activité professionnelle. Il va pouvoir aller consulter les besoins déposés par les autres membres et il va pouvoir voter pour dire moi aussi j'ai ce même besoin, ce qui permet d'identifier dans les différentes communautés quels sont les besoins qui sont les plus partagés, qui sont les plus communs, et donc qu'on va pouvoir traiter en priorité. Ensuite, une fois qu'on a identifié les besoins à traiter en priorité, on va pouvoir déposer des ressources. Donc soit, comme je vous disais, un membre individuel possède déjà la ressource en réponse aux besoins et donc il va le déposer. Soit la ressource n'existe pas. Et dans ce cas-là, il va y avoir une création de petits groupes de travail à l'intérieur des communautés pour se partager le travail et répondre aux besoins. Il y a aussi la possibilité de déposer des ressources sans forcément qu'il y ait de besoins déposés sur la plateforme associée. Pourquoi on met ça en place? Parce que, un exemple tout typique, je suis allée au colloque à Carry-le-Rouet et j'ai discuté d'une ressource que j'avais dans ma bibliothèque avec un collègue. Ce collègue m'a dit « Oh, ce serait super que tu me partages ce document, j'aimerais bien avoir cette ressource moi aussi. » Donc ça, c'est un besoin qui a été identifié par le dialogue, qui n'est pas forcément visible sur la plateforme. On va pouvoir quand même aller déposer une ressource à ce sujet pour répondre à ce besoin. Ça peut être aussi, moi j'ai des cours que je sais que ça pourrait intéresser d'autres collègues parce qu'ils ont
Ils donnent des cours sur la même discipline. Donc, je peux les partager directement sans forcément que ça réponde à un besoin identifié sur la plateforme. Une fois que les ressources sont déposées, plusieurs personnes qui auront l'intérêt d'aller regarder ces ressources vont pouvoir les qualifier. Donc, elles vont pouvoir, d'une part, indiquer qu'elles ont relu ou réutilisé la ressource. Et donc, on va avoir un indice un peu de confiance et de fiabilité sur la ressource, puisqu'on aura un compteur de combien de personnes ont relu ou ont réutilisé cette même ressource. On a aussi la possibilité d'indiquer qui dans la communauté a relu ou réutilisé cette ressource, qui permet de pouvoir identifier quels sont mes collègues qui ont vu ou qui ont réutilisé cette ressource. Et puis enfin, on a une troisième possibilité de qualification de la ressource, c'est déposer un commentaire sous la ressource. Et là, ce commentaire-là, il va pouvoir faire un retour d'expérience sur comment j'ai réutilisé la ressource, en quoi elle m'a été utile, comment cette ressource pourrait être enrichie, qu'est-ce qui manquerait et qu'on pourrait rajouter, et ce qui va pouvoir mener à une proposition d'une V2 de la ressource. Donc, on va pouvoir redéposer une ressource, une V2 de cette première ressource, qui va elle aussi à nouveau repartir dans un processus de qualification. Et puis, si un jour, on a une ressource qui a été déposée et qui n'a pas été réutilisée et qui est là depuis un moment dans la bibliothèque, ou qui n'est pas actualisée et qui ne sera pas forcément possible d'actualiser, on peut aussi décider d'archiver cette ressource, donc de la passer aux archives pour éviter qu'elle prenne la poussière. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire un peu une petite démo de cette plateforme. Hop. Tac. Donc, la plateforme, aujourd'hui, elle est accessible depuis le site Smart. Quand vous allez sur le site, vous avez un onglet dans le menu qui s'appelle Smart Academy. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la plateforme. Ici, vous êtes dans l'espace de gare centrale de Smart Academy, donc le grand réseau. Donc, on vous rappelle rapidement quelles sont les différentes actions que vous pouvez faire sur la plateforme. Vous avez une charte qui est indiquée, etc. Et puis, vous allez pouvoir, dans un premier temps, vous inscrire à la plateforme. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez cliquer ici, contribuer, et vous allez pouvoir choisir je veux rejoindre le réseau Smart Academy, cliquez sur valider. Et donc, vous allez faire partie, vous allez être redirigé directement sur l'annuaire. Ici, vous allez pouvoir vous inscrire directement et dire, par exemple, je m'inscris dans le réseau, mais je veux aussi faire partie d'une sous-communauté que j'ai identifiée comme étant une sous-communauté d'intérêt pour moi. Donc, vous allez cocher les différentes sous-communautés si vous souhaitez dans lesquelles vous voulez entrer. Et puis, vous remplissez les différentes informations, vous cliquez sur valider et ensuite, vous aurez votre fiche annuaire qui sera accessible directement dans l'annuaire global central de Smart Academy. Donc, vous voyez que là, il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites, correspondant aux différentes sous-communautés. Mais vous allez aussi apparaître dans les annuaires spécifiques des différentes sous-communautés, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on a différentes sous-communautés qui sont accessibles depuis la gare centrale ici dans le menu communauté. Donc, si vous allez par exemple sur doctorant, vous allez pouvoir voir dans l'annuaire que vous allez apparaître si vous avez coché la case je veux faire partie des doctorants. Au niveau des membres, on a tout un système de filtres par établissement, par labo. On peut avoir une cartographie qui va indiquer où se trouvent les différents membres. Donc là, par exemple, on a notre collègue Damien Zander, qu'on peut voir où il se trouve, à quel établissement il est rattaché et à quel labo. Et puis, vous avez d'autres possibilités d'affichage de l'annuaire,
par ordre alphabétique, etc. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous allez vouloir déposer des besoins. Donc, vous avez la possibilité de déposer un besoin depuis cet espace-là, donc sur la gare centrale, hein, toujours, page principale. Et là, vous allez pouvoir décrire votre besoin. Donc, typiquement, moi, j'ai un besoin, je voudrais rechercher une ressource sur les polymères, par exemple. Voilà. Donc, je recherche une ressource pédagogique sur les polymères. Je vais pouvoir rentrer mon email pour m'identifier. Et puis, je recherche une ressource pédagogique. Avant de déposer votre besoin, vous avez vu qu'il y a des petits menus qui se sont ouverts là. Parce qu'il est possible, en fait, que votre besoin, il soit déjà comblé, en fait, qu'il existe déjà dans la bibliothèque de ressources existantes. Donc là, vous avez la possibilité d'aller voir les ressources qui sont à disposition et de pouvoir aller rechercher via un mot-clé ici s'il existe cette ressource, si elle est déjà présente. Si elle ne l'est pas, vous allez pouvoir revenir sur votre dépôt de besoin et puis valider. Pour l'instant, on voit que le besoin est en état non résolu. Mais l'idée, c'est qu'il y a un cycle de vie des besoins qui fasse que le besoin arrive à un moment donné où il est résolu. Donc, je valide. Et puis, admettons, Lucas, il a ce cours sur les polymères et il a envie de partager ça pour répondre à mon besoin. Donc, il va pouvoir consulter les différents besoins du réseau ici. Donc là, on voit les différents besoins. Et puis, il voit, tiens, il y a une ressource pédagogique sur les polymères, j'irais bien y répondre parce que j'ai cette ressource. Donc, je vais cliquer ici, je réponds à ce besoin en déposant une ressource pédagogique. Hop. Et là, je vais pouvoir dire, tiens, le besoin, c'est le besoin sur les polymères. Donc, c'est celui-ci. Hop. Je vais pouvoir dire, ben voilà, c'est cours sur les polymères. Je vais pouvoir décrire la ressource. Donc, par exemple, c'est cette ressource-là que j'ai. Tac. Voilà. Donc, je décris la ressource hein, à la fin de ce module. Vous verrez qu'il n'y a pas de « etc. Cette ressource-là, c'est pas une ressource dont je suis l'auteur. C'est quelqu'un d'autre qui est l'auteur de cette ressource. Je sais que j'ai la possibilité de la partager, mais j'ai quand même l'obligation de citer la personne qui a créé cette ressource. Donc, je vais aller chercher son nom. Je vais dire, ben voilà, c'est Monsieur Sébastien Alix et Fabad Academy, par exemple, qui ont fait cette ressource. Ici, je peux choisir le niveau académique, les disciplines associées, donc fabrication additive, par exemple. Ça représente ensuite des mots-clés hein, qui pourront être facilement retrouvables via le moteur de recherche des ressources. Je vais pouvoir dire que, par exemple, c'est un cours qui est plutôt en autonomie, c'est une espèce de module en fait qu'on va pouvoir suivre. La durée de la ressource, je sais que c'est 1h30, donc je vais pouvoir mettre, ben voilà, la durée c'est à peu près 1 heure. Ensuite, je passe à la partie contenu. Donc là, ça va être l'endroit où je vais déposer mon fichier ressource. Donc ça peut être un fichier, ça peut être un lien vers une ressource, ou ça peut être un fichier Scénarii si la ressource elle est sous Scénarii. Donc là, je vais choisir le lien d'accès au cours. Hop, je le copie et je vais le déposer. Voilà, je peux rajouter des compléments utiles si je le souhaite. Et puis j'ai la partie maturité, c'est la partie dont je vous parlais tout à l'heure, où je vais pouvoir dire, ou quelqu'un d'autre qui a relu la ressource et qui l'a réutilisée va pouvoir indiquer son nom ici. La ressource, elle est en état de nouvelle, c'est-à-dire que pour l'instant, elle est déposée telle qu'elle, mais il y aura une médiation qui sera faite par une personne qui est identifiée dans le réseau pour s'assurer que c'est pas une ressource, que c'est pas un hoax ou que c'est pas voilà n'importe quoi qui est déposé.
Ensuite, je valide. Ah, j'ai oublié une petite case à cocher, oui, bien sûr. Je vais dans Just Try. Hop. Je valide. Encore. Hein. Et moi, j'avais oublié qu'il y avait des petites choses obligatoires. Hop. Et j'arrive ici, donc j'ai bien ma ressource qui est déposée et qui va être accessible ici. On voit là que je peux, que j'ai relu cette ressource, que je l'ai réutilisée, et je vais pouvoir aller mettre un commentaire sur la ressource une fois que je l'ai réutilisée pour partager mon retour d'expérience. Donc si je reviens sur les ressources pédagogiques, je vais pouvoir voir que là, la ressource du cours sur les polymères apparaît bien et qu'elle est également dans l'ensemble des ressources du réseau. Et sur l'espace toutes les ressources, on peut évidemment trier selon le type de ressources pour n'afficher que les ressources pédagogiques, par exemple, ou que les ressources scientifiques, etc. Ensuite, il y a une dernière information que je vais vous apporter, c'est qu'on a, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, des communautés, c'est des routines. Et donc, chaque communauté et sous-communauté va avoir des événements. Donc ici, on a l'ensemble des, comme je vous disais, des événements des différentes communautés, sous-communautés, et il y a un code couleur pour chacune des communautés, des événements des communautés, des sous-communautés. Comme je vous disais tout à l'heure, un événement qui va être déposé par la communauté des ingénieurs techniciens, par exemple, elle peut être intéressante pour la sous-communauté des doctorants. Dans ce cas-là, quand on va renseigner l'événement, on peut indiquer cet événement concerne ou peut être représenté un intérêt pour telle ou telle sous-communauté. Et quand vous allez cocher ces cases-là, automatiquement, ça va aller ventiler l'événement dans l'agenda de cette communauté. Donc ici, depuis l'espace central, donc on a l'accès à tous les événements. Mais quand on va dans les communautés, typiquement si je vais sur ingénieur technicien, c'est pas une bonne idée avec le réseau, je vais pouvoir aller sur l'agenda des ingénieurs techniciens et voir leurs propres événements, ainsi que les événements qui étaient d'intérêt, qui ont été déposés par les autres communautés. Sur ces événements-là, vous avez la possibilité de les synchroniser avec votre agenda professionnel. Ici, vous avez des petits boutons qui vous permettent soit de synchroniser l'ensemble de l'agenda du réseau, soit de synchroniser l'agenda d'une ou de plusieurs communautés. Donc ici, vous pouvez récupérer le lien ICAL et aller l'installer dans votre outil agenda professionnel. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du propriétaire. Donc, je vais laisser la parole à Lucas, qui va vous présenter un petit peu ce qui s'est passé dans la communauté des doctorants et vous faire un petit retour d'expérience sur ce début de communauté. Alors, c'est juste, moi je vais être assez court, c'est juste pour vous présenter un peu la la communauté des doctorants, qui est une partie des communautés de Smart Academy. Donc, on peut y accéder directement via l'onglet des communautés ici, comme on l'a vu tout à l'heure, bon, ça va mettre un peu de temps à changer. Nous, ce qu'on a mis en place depuis maintenant 2 mois, on a mis en place des besoins et des ressources. On s'est rendu compte que les ressources les plus utiles pour l'instant, c'était des ressources surtout d'ordre administratif et tout ça. Donc ça, c'est le site spécifique aux doctorants. Le but, c'est qu'il colle totalement aux besoins des doctorants. Donc, il est assez malléable et il est assez modifiable, en fait. Et donc, vous voyez que l'aspect des sous-sites, en gros, ils peuvent varier grandement entre les communautés.
Donc, pareil que les autres, on a des besoins, des ressources. Je vais pas tout reciter, les agendas et tout ça. C'est juste pour vous présenter un peu le genre de ressources qu'on a mis pour l'instant. Par exemple, pour les doctorants étrangers, l'administratif pour avoir toutes les certificats de sécurité sociale et tout ça, ou encore des ressources d'ordre plus technique, comme par exemple des ressources sur les réseaux de neurones et tout ça. Donc ça, le but, c'est que ce soit alimenté et que ce soit de plus en plus utilisé. Donc n'hésitez pas pour les doctorants, s'il y en a ici, à vous inscrire et à déposer des besoins et même nous contacter si vous voulez devenir animateur et tout ça. Remplir les ressources et des besoins au fur et à mesure. Les réunions, elles sont accessibles depuis l'agenda. Le but, c'est que toutes les informations soient disponibles depuis le site pour qu'il n'y ait pas d'informations qui se perdent, parce que surtout au niveau des doctorants, les mailing lists sont rarement à jour et tout ça. Donc, le but, c'est que tout soit accessible depuis la plateforme et que tout soit à jour. Donc voilà. Et dans ces réunions-là, on va faire de l'amélioration continue pour la plateforme, des sondages pour savoir qu'est-ce qui serait utile, l'intégration de modules et tout ça dans la plateforme. Et donc, par exemple, la prochaine réunion est le 10 octobre pour ceux qui veulent nous rejoindre. Le lien, il est toujours pareil dans l'agenda sur le site des doctorants. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, on fait ça en français, mais tout le reste est en anglais parce que le but, c'est d'inclure le maximum de doctorants dans la communauté. Donc, toutes les réunions sont faites en anglais et les ressources sont faites au maximum en anglais aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Donc, on va laisser la parole à Yacine qui va nous faire un peu un retour d'expérience sur la communauté pilote, qui est la communauté EcoCloud dont je vous ai parlé tout à l'heure. Yacine, c'est à toi. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus. Donc, je prends la parole pour EcoCloud, mais ça représente plusieurs personnes. J'ai vu Tatiana, par exemple, dans les participants, mais on est quelques-uns. Donc, on est apparemment les pilotes. Donc, on est très fiers d'être les pilotes. Alors, EcoCloud, c'est quoi? Ça date depuis à peu près 2016. Donc, c'est un projet qui a commencé à l'UTT et qui a pris un gros coup de boost lors du projet Helios en 2020. On avait enclenché la vitesse supérieure sur cette communauté. Actuellement, ça va regrouper des gens de l'UTT, forcément, de l'UTC, de l'INSA Lyon, de l'ENSAM, de Centrale Lille, Grenoble et aussi du côté de Bordeaux. Donc, l'objectif d'EcoCloud, c'est de pouvoir accompagner la dissémination de tout ce qui va être lié à l'ingénierie soutenable. Donc, c'est cette thématique à la fois sur des aspects pédagogiques, donc on l'a déjà vu, mais aussi sur des aspects recherche. Et à la base, c'était, j'allais dire, un des points de départ, c'était aussi de pouvoir mutualiser des outils. On a beaucoup d'outils liés à l'éco-conception, notamment, qui coûtent assez cher, qui sont des installations assez lourdes. Et selon la structure où on enseigne, on peut pas forcément s'installer une licence de CIMA Pro du jour au lendemain pour juste tester. Donc il y avait ce triple objectif d'être sur les aspects pédago, recherche et utilisation des outils. J'allais dire dans les lignes directrices de la communauté, on a aussi la logique d'être ouvert. Donc tout va être en licence libre, donc CC by SA. Donc by, ça veut dire à chaque fois on citera bien sûr qui a fait la ressource. Et SA, ça veut dire que si vous modifiez des ressources issues d'EcoCloud, il faudra les rediffuser avec les mêmes conditions de ce qu'on avait mis à la base. On a commencé à tâtonner, en termes de gouvernance, vu qu'on n'était pas nombreux, mais vu que là, on est dans un objectif d'élargir un petit peu la communauté et les derniers travaux, on est pas mal sur la réflexion de la gouvernance, comment on s'organise, c'est quoi le projet politique au sens large du terme, notamment qu'est-ce qu'on appelle ingénierie soutenable, comment on différencie les différents membres de la communauté, est-ce qu'il y a différents niveaux spectateurs jusqu'à un niveau plus acteur qui participe. Enfin, on est en réflexion sur cette partie-là. Je vais vous montrer côté interface à quoi ça ressemble au niveau de notre plateforme. Donc là, la plateforme EcoCloud, voilà à quoi elle ressemble. Donc, ça ressemble vachement à ce que vous a montré Ariane. C'est parce que c'est basé sur le même structure qui s'appelle YesWiki. On va articuler différentes choses et notamment la question, l'annuaire, c'est à peu près pareil que ce que vous a montré
nous a montré Ariane. Et on a deux modules, enfin deux parties sur le côté ressources, la partie recherche et la partie ressources pédagogiques. On va retrouver les différentes ressources qu'on va pouvoir déposer. Moi, je voulais vous montrer les petits tips qu'on trouve sympas avec YesWiki. Donc pareil, on avait aussi tâtonné sur la meilleure structure. Ce qui est vraiment génial avec cet outil-là, c'est que donc là, on voit, on a créé des textes pour expliquer un petit peu tout ça. On s'aperçoit qu'on veut modifier un texte, on s'aperçoit qu'il y a une coquille, une petite faute d'orthographe. Quand on est logué, si on clique deux fois dessus ou qu'on passe en mode édition, et on a accès directement à un code source. Alors, ça peut faire peur si on n'a pas maîtrise pas trop l'informatique. Mais après, pour juste corriger du texte quand la structure est déjà faite, ça se fait assez vite. Et ça, c'est génial parce que chacun peut un petit peu faire la maintenance ou gérer des choses sur le site. On n'est pas obligé de passer par un ingénieur pédagogique ou la DSI de la structure pour pouvoir faire des modifications sur notre interface. On tâtonne, on a testé des choses, donc on a changé les tags pour pouvoir mettre nos ressources, on avait changé les modules, et ça, on est autonome dans la gestion de ce contenu, et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vous ai montré un petit peu à quoi ça peut ressembler. Si on revient sur le côté pédagogique, là, le point de départ sur la justification de pourquoi on a été sur ce point-là. Donc, déjà, on est beaucoup de profs à participer, donc forcément, c'est la chose qui nous intéressait. Et aussi, sur les questions d'ingénierie soutenable, on s'aperçoit que les ressources, elles sont quand même très fermées, très nombreuses, mais souvent fermées. Donc, on voulait pouvoir partager des ressources avec un qualitative et pas forcément quantitative. Parce qu'on sait faire des gros répertoires où on va balancer énormément de gros PDF avec des cours. Et là, on veut essayer d'avoir un niveau de détail plus fort sur la façon dont on va pouvoir gérer. Et c'est là où ça bloque un petit peu avec l'interface YesWiki, puisque finalement, on va pouvoir déposer des ressources, mais déposer des petits grains de ressources pour permettre aux gens de les réassembler, ça fonctionne pas. Donc nous, on a aussi un autre volet de notre communauté qui est sous une chaîne éditoriale qui s'appelle Scénari. On va pouvoir déposer les ressources avec un autre formalisme. Et quand on est dans Scénari, on peut recomposer nos ressources. Donc, si je prends un exemple d'un cours qu'on avait fait avec Tom Bauer, par exemple, on a créé un cours qui correspond à une fusion de deux cours, enfin, de nos deux cours qu'on faisait sur la CV pour débutants. On s'est mis en commun, on a essayé de faire en sorte de tout refusionner, d'avoir un contenu. Et grâce à ce contenu, on a pu faire une version à partir de Scénari du cours en version autonomie. Donc c'est ce qu'on a à disposition. Là, vous devez voir sur mon écran à quoi ressemble le cours. Donc on a différentes choses. Et quand on passe, on a mis aussi la ressource de ce même cours, mais en version cours magistral, si un enseignant veut s'en servir tel quel en amphi, par exemple, avec une durée un peu plus courte. Mais surtout, si on bascule sur Scénari, on va pouvoir remodifier. Par exemple, on peut changer les exemples. On a pris un exemple d'une brosse à dents, mais vous êtes dans une école d'ingénieur plutôt orientée électronique, vous voulez changer les exemples, bah, vous pouvez faire cette modification dessus. Donc ça, c'est un des points assez importants qu'on voulait avoir, c'est pouvoir avoir le bon niveau de granulométrie dans nos contenus pédagogiques. Et ça nous a obligés à aller chercher sur un autre point. Concrètement, si je reviens toujours sur les outils qu'on utilise, donc on a YesWiki qui est un peu notre vitrine sur lequel on dépose les modules, les cours, mais on a aussi un forum. On s'aperçoit que on veut avoir du retour, par exemple sur nos contenus. Donc à la fin, quand on a déposé une ressource sur YesWiki, à la fin, on peut accéder directement à un topic sur le système de forum où on pouvait discuter. Quelqu'un peut dire, bah, je l'ai utilisé, vous dites que ça dure en 2 heures, mais moi, ça m'a pris 3 heures avec mes étudiants. Enfin, on peut avoir cette discussion. Le forum permet aussi de récolter les besoins si des gens disent, tiens, c'est intéressant, mais est-ce que parmi votre communauté, quelqu'un a déjà travaillé sur la criticité des matériaux? Et on peut essayer de mettre en relation les différentes choses. Donc, on se retrouve avec YesWiki, qui est la plateforme visible, derrière un système de forum pour les échanges en interne et en externe de la communauté. Et je vous ai parlé du serveur Scénari pour pouvoir construire une partie des ressources pédagogiques, certain que certaines ressources
sur notre espace sont pas dans ce formalisme. Et on a une gare centrale aussi pour pouvoir un petit peu s'en sortir pour notre gestion, pour les réunions, les animations, la prise de notes, le travail, tout ce genre de choses. Si je fais un mini résumé un petit peu, je vais dire avantages et inconvénients, ou plutôt les points positifs et un retour d'expérience pour ceux qui voudraient rejoindre une communauté ou créer la leur. Je commence par les points vraiment, j'allais dire les points durs, les points un peu négatifs, mais je pense que tout le monde en a conscience, ça prend du temps, tout ça. C'est extrêmement chronophage. Donc, il faut être capable de se dégager du temps par mois ou par semaine pour consacrer à ce projet-là. Et ce qui est un peu du coup souvent difficile, c'est que c'est déconnecté des structures dans lesquelles on peut enseigner ou travailler. Finalement, moi, à côté UTC, ça les intéresse pas spécialement que je partage mes cours sur EcoCloud. Ils sont pas contre, mais je veux dire, c'est pas organisé. Donc, vraiment, c'est du temps que je dois me dégager en plus des activités que j'ai déjà en interne. Et c'est le cas pour tous les participants dans notre communauté. Et un point où on s'aperçoit qu'il devient un petit peu difficile, c'est le passage à l'échelle. Donc avant, on était moins de 10 à travailler et à jouer avec notre EcoCloud. Et maintenant, quand on commence à vouloir le diffuser et rejoindre d'autres gens, on s'aperçoit qu'on a besoin d'avoir cet aspect de gouvernance, d'avoir un process pour notamment valider les ressources qu'on va déposer. Donc tout est ouvert. Les gens peuvent déposer des ressources sur EcoCloud en lien avec l'ingénierie soutenable. Mais admettons, quelqu'un va diffuser quelque chose qui va poser problème, j'allais dire, en termes de fond. En disant, mais oui, mais là, c'est plus du greenwashing que de l'ingénierie soutenable si on essaye de résumer. Comment on fait, comment ça se passe, qui valide pas, selon quels critères, c'est quoi le processus. Tout ça, c'est passionnant à mettre en place, mais par contre, c'est une réflexion aussi à mener. Par contre, il y a des points vraiment intéressants sur l'aspect communautaire et derrière EcoCloud, c'est que c'est enrichissant à tout point de vue. Et déjà, personnellement, c'est intéressant de rencontrer d'autres personnes qui sont disséminées dans d'autres institutions. Et c'est enrichissant professionnellement. On va pouvoir améliorer nos propres contenus, les confronter avec d'autres personnes. Et en plus, on a un beau jouet et on s'aperçoit qu'on n'a pas fini de jouer avec. On a des perspectives d'évolution qui sont assez intéressantes sur d'autres sujets en lien avec l'ingénierie soutenable. Donc, c'est assez exaltant de travailler sur ça. Et on a l'impression, en tout cas pour la plateforme EcoCloud, que ça répond vraiment à un besoin de pouvoir mettre à disposition des ressources, mais qui vont être du coup vraiment utilisables, opérationnelles, donc modulaires, pour pouvoir s'adapter à chaque contexte. Et voilà, en résumé, ce que je pouvais dire sur EcoCloud, le pilote. Merci pour ton témoignage. J'avais juste une question, parce que tu disais que ça nécessitait de dégager du temps d'investissement. Mais au final, la question que je me pose, c'est par rapport au fait que vous créiez à plusieurs des contenus. Est-ce que par rapport à la répartition du travail dans la création de ces contenus, est-ce que vous gagnez, est-ce que derrière tu gagnes pas un peu de temps dans ton quotidien dans le fait de pouvoir réutiliser des contenus, des ressources qui sont dont la création, disons, est partagée en termes d'énergie? Ça dépend lesquels. Sur les ressources qu'on avait déjà à notre disposition, qu'on a fusionnées, améliorées. J'allais dire, EcoCloud, ça a permis de rencontrer des gens pour améliorer les choses. Par contre, on va gagner du temps, c'est sur des contenus qu'on n'avait pas et qu'on a été récupérés. Donc là, c'est sûr qu'on gagne du temps sur cet aspect-là. Mais c'est difficile à chiffrer. Je veux dire, surtout sur les aspects enseignement, on est quand même souvent sur la gestion à court terme et on a du mal à se rendre compte du gain qu'on peut avoir avec ça. Donc c'est super intéressant, mais il faut avoir une discipline et une organisation dans l'animation des communautés pour que ça se fasse bien et que tout le monde y trouve son compte. Si je peux compléter un peu, Ariane, c'est ça, c'est que après, c'est la logique, effectivement, on met, et en fait, la soutenabilité, c'est un peu transverse. Donc, l'idée, c'était, on avait déjà des supports, donc il fallait les transformer. Mais je pense que par la suite, dans une deuxième échelle de réutilisation, effectivement, il y a un gain de temps parce qu'on a des ressources plus libres à disposition, etc. Mais il y a cette première étape où il y a la création d'un certain nombre de ressources disponibles.
Merci beaucoup pour ces témoignages. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le chat. Donc, je vais essayer de reprendre la main sur le partage écran pour y répondre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour la connexion, actuellement, dans le bouton s'inscrire, c'est pas encore en route, mais ça va l'être dans quelques jours. Donc, c'est normal que vous ne puissiez pas vous inscrire tout de suite. Par contre, vous pouvez déposer votre fiche annuaire. Et la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut rejoindre des communautés après l'inscription? Je vais vous montrer que oui. Donc, quand vous allez, depuis la plateforme, quand vous allez sur « Je souhaite contribuer au réseau », vous cochez que vous voulez faire partie d'une communauté, donc soit le réseau central ou en plus d'autres communautés. Admettons que vous voulez commencer par le réseau central. Vous cliquez sur « Valider » et là, vous arrivez sur la fiche d'inscription. Sur la fiche d'inscription, si vous indiquez tout de suite que vous voulez faire partie du réseau central et de doctorants, votre fiche va apparaître dans les annuaires des deux communautés, automatiquement. Donc, vous remplissez une seule fois la fiche annuaire et ce sera reventilé. Si, par exemple, aujourd'hui, vous voulez uniquement vous inscrire dans le réseau central, mais que vous n'êtes pas encore trop sûr parce que vous n'avez pas identifié de sous-communauté qui vous intéresse ou parce que vous avez besoin d'y réfléchir, il est tout à fait possible, a posteriori d'avoir créé votre fiche annuaire, d'y revenir, de la modifier. Typiquement, je vais prendre mon exemple sur ma fiche à moi. Tac. Ici, donc j'ai ma fiche. Je vais pouvoir cliquer sur modifier. Et ici, vous allez pouvoir cocher les communautés que vous souhaitez rejoindre a posteriori. Et ce sera ventilé automatiquement dans les différents annuaires des communautés choisies. Donc sur le bouton s'inscrire, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir prochainement un mail vous demandant de modifier un mot de passe. Et comme ça, vous aurez en fait votre identifiant et votre mot de passe et vous serez inscrit à la plateforme. Ça vous permettra notamment de pouvoir commenter les ressources, parce qu'il faut être inscrit pour pouvoir commenter les ressources. Et puis, ça vous permettra aussi d'accéder à quelque chose que je vous ai pas montré, que je vous montre tout de suite. C'est que si un jour vous êtes perdu, vous avez une question spécifique, vous trouvez pas la réponse sur le site, vous avez un espace qui s'appelle « J'ai une question, je souhaite discuter ». Et donc là, vous allez pouvoir accéder, donc une fois que vous aurez votre compte, vous allez pouvoir accéder à des fils de discussion avec des endroits où poser vos questions. Donc, vous allez pouvoir poser des questions techniques si vous souhaitez savoir comment faire telle ou telle chose technique. Vous allez pouvoir suggérer des améliorations sur le site parce qu'en fait, tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une coquille, mais en fait, tout est ajustable, tout est modifiable en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que c'est pas figé. C'est à faire évoluer en fonction de vos différents besoins, de modifications qui vous semblent plus pertinentes, etc. Et puis, vous pouvez aussi déposer un message si vous avez une autre question qui est pas forcément d'ordre technique, mais qui est d'un autre ordre et dont vous ne trouvez pas forcément la réponse sur le site. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est le temps d'échanger, d'avoir des besoins de plus d'informations. Allez-y. Et merci pour votre attention. Alors pour l'instant, sur les fiches annuaires, comme il n'y a pas encore la mise en place des différents comptes, donc de pouvoir se connecter, tout est modifiable. Mais à terme, l'idée, c'est de faire en sorte que pour pouvoir interagir sur la plateforme, il faut avoir un compte, donc s'être inscrit via l'annuaire, et il faut avoir un compte identifiant en mot de passe, ce qui permettra ensuite de pouvoir aller modifier des fiches ou rajouter des différentes fiches partageables de ressources, de besoins, etc. Aujourd'hui, tout est ouvert pour que vous puissiez dès maintenant déposer des choses, mais d'ici quelques jours, il faudra avoir un compte pour pouvoir
déposer une ressource, déposer un besoin, etc. Juste si je peux me permettre, en tout cas sur la communauté EcoCloud, effectivement, et l'ensemble, c'est que l'idée, c'est vraiment de pouvoir, on a donné pas mal d'exemples sur la pédagogie, mais l'idée, c'est vraiment de créer la communauté, créer des connaissances, donc c'est vraiment un espace. Pour moi, c'est vraiment un moyen pour pouvoir développer, écrire soit des projets, soit des bouts de concepts, des propositions en fait de la communauté, un point de vue ou une vision, des scénarios, etc. Donc en fait, c'est effectivement le plus facile, entre guillemets, c'était de commencer par les ressources pédagogiques. Mais l'idée, c'est ensuite de faire vivre cette communauté dans dans tous les volets qui sont la recherche, l'enseignement et la valorisation. Je rejoins Tatiana là-dessus. Hein, je me permets de remettre un peu l'objectif initial de Smart Academy. C'est vraiment que la communauté que l'on est puisse structurer ses ressources immatérielles que l'on a et partout, dans nos PC, dans nos têtes, etc. Et de les rendre légitimes dans une communauté, dans un GIS qui s'appelle Smart. C'est un GIS pour l'industrie du futur et qu'on puisse, du coup, légitimer cette communauté aussi par rapport aux ressources qu'elle peut. Voilà, c'est vraiment ça. On est sollicité aujourd'hui par beaucoup de personnes externes au GIS pour faire des feuilles de route, pour identifier des points clés qu'il faudrait aborder dans la communauté académique et industrielle. Voilà, il faut qu'on soit très réactif et il faut qu'on puisse amener réellement ça. D'accord? Et le faire de manière communautaire et un peu moins de manière individuelle, comme on le fait quand on est sollicité à droite à gauche. Voilà, le fait de le faire de manière communautaire, c'est aussi de dire, c'est pas une ou deux personnes, c'est une communauté qui a validé, qui a co-créé ces ressources-là. C'est assez fondamental et c'est bien l'esprit initial. Donc c'est une plateforme qui démarre, qui est encore dans un état d'expérimentation. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter toutes les questions que vous auriez. Je vois certaines questions qui passent dans le chat, de remarques, des questions pour faire améliorer cette plateforme dans l'objectif justement de mutualiser ces capitaux immatériels. Donc c'est vraiment fondamental. S'il y a des petits bugs ou s'il y a des petites choses à rajouter, ben c'est pas grave, hein, en l'état. Dites-le nous et on corrigera tout ça et on fera évoluer la plateforme. Mais surtout, l'idée, c'est que vous puissiez vous acculturer à l'esprit de Smart Academy et de le transférer vers vos collègues et entre les doctorants pour les doctorants et vers vos doctorants pour les seniors ou les seniors moins ou les juniors plus. Et voilà, que vous puissiez diffuser ça le maximum pour qu'on puisse avoir le maximum de ressources partagées et surtout de ressources en réponse à des besoins. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi déposer des ressources par rapport à des besoins de la communauté. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos besoins. Peut-être juste rajouter, Lionel, qu'effectivement, c'est un démarrage et donc l'idée, c'est de faire vivre cette communauté. Donc, il y a cette réflexion de la plateforme en soi, les ressources, etc., la création, le cycle de vie de ces ressources. Mais il y a une réflexion aussi qui est entamée, qui est lancée sur le côté un peu plus humain, organisationnel et social autour de ces ressources-là. C'est que derrière, effectivement, c'est la communauté, c'est des humains avec des contraintes et des capacités. Et du coup, l'idée, c'est d'aller identifier aussi comment aider à les faciliter cette émergence, plutôt effervescence autour de ces différentes communautés. Tout à fait. Il faut que la communauté, elle vive autour de ça. C'est aussi cette plateforme-là, c'est aussi une vitrine de notre communauté à l'extérieur. Si les gens voient que ça vit, les gens viendront l'utiliser aussi bien pour des ressources qu'ils auraient besoin que pour des besoins qu'ils voudraient adresser à la communauté. Voilà, aujourd'hui, ça marche aussi beaucoup comme ça. Quand vous voyez des communautés qui vivent à travers leur système d'information et leur site web, ça montre la dynamique de l'équipe. Et juste pour des réponses, bien sûr, en tout cas pour les ressources, ils sont ouverts à tout le monde.
Donc, vous pouvez les utiliser. L'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est aussi que vous puissiez vous approprier ou aussi partager des réflexions, des TD, des supports pédagogiques quand vous voulez. Oui, oui, hein, on peut assister à tous les cours. L'objectif aussi, c'est que s'il y a vraiment des besoins très spécifiques, la communauté des doctorants et ou avec et ou sans les enseignants-chercheurs, enfin, voilà, qu'on puisse aussi créer des cours dans les écoles doctorales des établissements de Smart spécifiques aux besoins des doctorants de Smart. Alors, je discutais ce matin avec un collègue autour de l'IA. Voilà, je pense que s'il y a des vrais besoins très spécifiques pour avoir des cours d'école doctorale autour de l'IA pour les doctorants de Smart, ben, faites-nous remonter vos besoins et on peut s'en emparer pour de manière collective construire ou co-construire des cours d'école doctorale. Donc oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, je peux dire que oui, mais il faut que le besoin soit identifié, qu'on puisse le raffiner, qu'on puisse co-construire la bonne ressource par rapport aux bons besoins. On a parlé aussi de cours, de ressources de cours, de type support de cours. Des fois, on envoie des PDF qui font quelques dizaines, voire quelques centaines de pages. N'hésitez pas à dire, moi, dans mes besoins, ça serait de segmenter, de couper en deux, en trois, voilà, ou de transformer, Yacine l'a présenté dans le projet Eutelios, ou de transformer des supports de cours dans une chaîne éditoriale comme Scénarii pour qu'on puisse la réutiliser de manière la plus efficiente possible. C'est bien là l'idée, c'est qu'on puisse gagner du temps, gagner de l'activité par cette co-construction des ressources immatérielles. Et pour compléter ce que tu disais en rapport avec la demande de RIMA, l'idée c'est vraiment pas de cloisonner les sous-communautés, mais qui est aussi du contact et de la communication entre les différentes communautés. Typiquement, les besoins de formation école doctorale, c'est des besoins qui vont émerger de la communauté doctorant, mais qui vont nécessiter l'intervention de personnes externes à la communauté. Donc n'hésitez pas, si vous identifiez que ça concerne que des personnes externes à la communauté pourraient répondre à votre besoin, n'hésitez pas à le déposer dans le formulaire de besoin de la GARC. Comment on fait pour créer une nouvelle communauté? L'idée, c'est que alors, techniquement, je sais pas, mais de manière organisationnelle, voilà, il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont arriver par la gare centrale et qui vont avoir un besoin de se regrouper de manière éphémère ou plus ou moins pérenne dans le temps sur une thématique, sur un groupe de travail, sur le montage d'un projet. J'espère voilà, qu'on puisse créer ça. Et les communautés, ça peut aussi vivre dans la création et dans la suppression pour voilà, comme si on avait dans une gare, j'ai fait cette notion de gare centrale, peut-être que tu la présentes, Tatiana, mais peut-être dans la gare, on crée de manière éphémère des sous-salles, des salles où les gens peuvent se réunir par communauté. Donc, avant l'aspect technique, c'est plutôt le fait que des gens vont venir ici dans la communauté et vont vouloir créer cette communauté-là. Après, techniquement, je pense que ça va être... Oui, on peut déployer un nouvel espace au même titre que les espaces qui sont aujourd'hui existants, en fait. C'est tout à fait possible. Et pareil, au niveau de tous les outils qui seront mis à disposition en fonction des besoins des communautés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si typiquement il y a une création d'une nouvelle communauté, elle va avoir besoin, je sais pas, d'un chat ou de quelque chose en particulier. Tous les accès aux outils, on essaiera de faire en sorte que ce soit un identifiant unique, qui sera le même identifiant que celui avec lequel vous allez vous connecter à la plateforme Smart Academy. Ce qui évite d'avoir 15 000 identifiants et 15 000 mots de passe. Voilà, que ce soit fluide en fait dans vos accès d'un outil à un autre, d'un espace à un autre. Smart conventionne avec Faban Academy, hein. Donc, et dans cette convention, on a justement ces ressources partagées. Donc, on a une discussion aussi avec Arthur pour que ça puisse communiquer beaucoup plus fortement. De point de vue technique, mais en tout cas sur l'esprit communautaire, oui, c'est bien ça.
j'ai vu la description de toutes les communautés, c'est la première remarque que je me suis faite. Je me suis dit, très belle intelligence collective. Voilà, ne réinventons pas ce que la Fabad Academy a déjà concaténé, concrétisé, partagé. C'est très très bien. Bravo encore une fois. Les discussions que j'ai depuis tout le temps avec Julien et maintenant avec Gravant et puis maintenant Arthur, là, on a une discussion avec Arthur. Arthur dit, enfin, moi j'ai dit à Arthur, on va pas refaire ce que tu as fait. Vous avez vos parcours, vous avez les ressources. Et Arthur nous a dit, mais moi, il me manque l'aspect plutôt communautaire et justement ces outils-là où on va faire des pouces, etc. Et donc, on a mutualisé les deux plateformes. C'est dans ce sens. Bravo. Bravo. Bravo pour l'intelligence collective. C'est super. Mais merci. Voilà. Merci de tes retours. Je suis le seul vieux, hein, connecté. C'est pas bien. Mais moi, ça non, me l'important, c'est qu'il est jeune. C'est ça moi, qui compte. le plaisir, ça veut dire que tu me comptes pas comme vieux, mais ça va. Moi, c'est tout dans ce sens-là, ça marche. Ben non, mais toi, c'est différent. Non, mais encore une fois, bien pour cette initiative. Je me faisais la réflexion aussi que il y a une certaine systématique et d'utilisation, mais il y a une telle richesse de partage derrière que ça vaut le coup d'investir sur le fait de renseigner un certain nombre d'éléments pour mieux exprimer son besoin et mieux apporter même je dirais, ses propres contributions. Et cette notion de partage, elle est fondamentale. Hein. Elle est fondamentale. Il faut vraiment que tout le monde accepte de partager. C'est ce qui est pas dans une culture de base. Y compris, ça a été dit tout à l'heure, mon établissement, il reconnaît pas forcément qu'il me laisse le fait de le faire, mais bon, plutôt sur mon temps personnel. Je trouve que c'est extrêmement valorisant de partager son savoir et ses supports, y compris ses supports de cours ou autre chose. De toute façon, ça inspire, c'est beaucoup d'inspiration. J'ai vu qu'il y avait des ressources à un moment donné dans le début qui étaient citées. Elles sont accessibles en direct. Il y a un lien direct vers HAL ou pas de la plateforme? Même titre que ce qu'on a fait pour Fabad Academy, on va pas refaire HAL ou autre chose. Donc justement, mais il y a un lien direct? En fait, tu mets des pointeurs, tu mets tu mets l'URL. La ressource, en fait, dans Smart Academy est l'URL vers ces sites-là. Typiquement, on a fait un guide. J'ai vu qu'il y avait Romain, je sais pas si c'est toujours là, mais on a fait un guide Smart pour partager des jeux de données, des algorithmes, etc. au sens d'un espace guide, hein, GitHub. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir dans Smart Academy des ressources, s'il y a des besoins, mais mettre l'URL vers le guide. D'accord. C'est pas de refaire, mais c'est de pointer vers des ressources qui existent déjà. Et alors, pour compléter, en fait, il y a même une possibilité, si c'est pas une ressource en particulier de HAL que vous souhaitez partager, il y a même la possibilité de partager une veille autour de mots-clés en faisant une veille, je sais pas, je dis n'importe quoi, autour de la fabrication additive qui va aller concaténer tous les articles sur la fabrication additive de HAL. Et on peut l'afficher directement dans l'espace. Donc, on pourrait typiquement partager un ensemble de ressources sous la forme de veille. Mais typiquement, c'était un peu ma question. Là, modestement, récemment, j'ai un article de synthèse qui est sorti sur la fabrication additive métal. Je pense que ça peut être intéressant pour les doctorants qui travaillent dans le domaine ou d'autres. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je contacte Julien ou Julien Gardan sur la Fabad Academy, ou est-ce qu'il y a un espace pour le mettre en ligne avec des liens vers Après, nous, on peut se débrouiller aussi. Enfin, on peut le partager dans différents espaces. Hein. Une ressource, elle peut être accessible dans différents espaces de différentes communautés. Une fois qu'elle sera quelque part dans Smart Academy, on la mettra, enfin, on la rendra accessible à qui veut la rendre. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Oui, je comprends. Ça rentre, on va dire ça. Et si elle est déjà sur HAL, on met l'URL sur HAL et on n'a même pas à la stocker chez nous, quoi. Oui, c'est ça, c'est clair. Vous pouvez déposer une ressource depuis la gare centrale et mettre le lien, le pointeur vers cette ressource. Ok. Mais je pense qu'il est important que l'ensemble de la communauté se dise que c'est simple, quoi, de contribuer à cette ressource et quelquefois même avec des choses aussi infimes que de dire tiens, je viens de publier ce papier-là, ça peut aider la communauté. Alors je le mets avec des mots-clés peut-être. Enfin, j'ai pas visité, j'ai regardé la présentation, mais j'ai pas testé. Et je pense que c'est un moyen assez rapide parce que quand même la communauté est focalisée sur des thèmes qui sont pas à 360 degrés. C'est quand même assez focalisé. C'est pas mal. Non, mais voilà. Bravo encore une fois. Et ne changez rien. Gardez cette dynamique, c'est super.
Donc, n'hésitez pas encore à poser vos questions. Personnellement, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Et n'hésitez pas à participer à la communauté. Et puis, à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à nouveau dans le chat ou en direct de vive voix. Oui, peut-être chose, c'est plutôt de diffuser un peu autour de vous pour venir tester, alimenter cette plateforme-là. Justement, plus on est, plus on aura des ressources et on sera aussi plus visible. Donc, n'hésitez pas. Oui, dans un premier temps, on voulait surtout tenir informé l'ensemble du réseau. Là, le webinaire, il est enregistré, mais il sera accessible depuis la plateforme, en fait, comme une ressource à part entière, ce qui fait que vous allez pouvoir y revenir. Donc, les gens si vous avez des collègues qui voulaient participer, qui ne pouvaient pas, ce sera accessible. Et si vous-même, vous avez besoin de revoir certaines choses de la démo, ce sera accessible. Et après, effectivement, ce serait intéressant de pouvoir partager de façon un peu plus large à d'autres acteurs pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de partage. Merci en tout cas. Bonne journée. Belle journée.